Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation Source d'histoire tirée du podcast Parole d'Histoire pour commenter en détail un document particulier. Il s'agit aujourd'hui d'une des photos de l'album de Lily Jacob, dit aussi Album d'Auschwitz, qui fait l'objet du livre de Tal Brugmann, Stefan Hörtler et Christoph Kreutzmüller, dont Tal Brugmann a longuement parlé dans l'épisode 277 du podcast. Ici, vous écouterez un extrait de la fin de cet entretien dédié spécifiquement à l'une de ces images, la numéro 27, dans la nouvelle numérotation qu'ils ont établie, une photo de mai 1944. Vous retrouvez la photo dans la meilleure définition disponible, issue du site de Yad Vashem qui conserve l'album, et les compléments sur le site parolehistoire.fr à la page de l'émission. On passe tout de suite, en images et avec explication, aux commentaires de documents. Alors cet exercice de décryptage, on peut essayer de le faire à partir d'une des photos, la photo numéro 27 dans votre numérotation. Le faire aussi peut-être parce qu'il y a des enseignants qui nous écoutent, qui pourraient vouloir commenter un de ces documents. On va essayer de donner un maximum d'outils pour comprendre ce qu'on voit. En fait, c'est une des photos sans doute les plus importantes de l'album parce qu'elle concentre des milliers d'informations, littéralement. Si vous regardez cette photo, il y a sans doute jusqu'à 3000 personnes qui ont été photographiées en même temps. Donc rien que pour cela, on sait qu'il y a des milliers d'informations. Plus on peut rajouter tout le reste, c'est-à-dire les wagons qui constituent le convoi, tous les objets qui ont été abandonnés sur la rampe, les SS qui sont présents, le camp qui est en arrière-plan, la gare elle-même, c'est-à-dire la rampe. Tout ça constitue un ensemble qu'il est très difficile de saisir et chacun va voir les éléments qui l'intéressent parce qu'on s'intéresse aux voitures, donc on va tout de suite identifier le modèle du camion qui est derrière et puis la plupart des gens ne s'y intéressent pas, donc ils vont dire ouais, il y a un camion. Alors si on décompose un petit peu ensemble, peut-être on commence par le train lui-même. Et alors c'est une moitié de convoi de déportation puisque le photographe se tient au bord du dernier wagon du premier tronçon du convoi et donc ce premier tronçon ne figure pas sur la photographie. Tout ce qui s'étire entre le milieu de la rampe et le mirador central qui constitue l'entrée de la gare à Birkenau. Et on voit donc il est monté sur le toit pour prendre la photo. Il est monté sur le toit pour prendre la photo et puis si on prête attention, on se rend compte que le convoi va très très loin sur la rampe. En fait, il va plus loin que la surface utile habituelle de la rampe. Il est dans le virage de la rampe, ce qui nous permet de savoir que c'est un des plus grands convois jamais arrivés sur cette rampe-là, à Birkenau. C'est un convoi qui a porté plus de 3500 personnes. Donc là, on est en mai 1944 et c'est l'un des convois de déportation venus de Hongrie. Exactement. Et on ne connaît pas le nombre précis de convois photographiés et à quel jour ils ont été photographiés. On sait que les premières photos ont été prises le 16 ou le 17 mai 1944 au Canada numéro 1, c'est-à-dire le premier secteur d'entrepôt, et on a pu l'établir en recoupant tout un ensemble d'éléments. Ça, ce sont les premières photographies. Ensuite, il y a eu toute une série de convois photographiés, parfois une seule photo parce qu'il pleuvait, ils ont arrêté de photographier. Et là, c'est une des plus importantes séries de l'album où on voit toutes les opérations dites de sélection. Alors, on a donc une série de wagons sur la droite de l'image. Sur la gauche de l'image, on a deux voies ferroviaires parallèles. Donc ça fait partie de cette nouvelle rampe qui est en train d'être construite. Alors, vous avez raison de dire en train d'être construite parce qu'elle n'est pas achevée, contrairement notamment à ce que Rudolf Höss a prétendu auprès de Berlin en disant que la rampe était achevée au 15 mai 1944 permettant la déportation. En fait, sur les photos, on voit qu'il continue à travailler. Cette nouvelle rampe est constituée en fait de deux quais de débarquement et d'un troisième rail qui est le plus extérieur à gauche de la photographie qui permet de faire sortir les locomotives pour venir les réarrimer à l'arrière des convois pour les sortir de la rampe. En fait, c'est pas pour permettre de débarquer 3 trains parallèlement, mais 2 convois parallèlement, ce qu'on peut voir sur certaines photographies. Et si vous prêtez attention sur cette photo, on peut voir des prisonniers qui travaillent au creusement d'une fosse. Donc on est tout à gauche, tout en haut à gauche de l'image. On a des silhouettes un peu blanches, notamment une qui est à côté du poteau, qui se trouve à gauche. Exactement. Et la présence de ces ouvriers permet de montrer deux choses. D'abord, la rampe est toujours en train d'être construite. En fait, ce que vous voyez là, c'est le fossé qui va longer la voie principale, ce qui est appelé la voie principale de Birkenau et que les visiteurs longent quand ils remontent vers les chambres à gaz. Mais ça montre aussi un élément fondamental. Il y avait ce jour-là 350 prisonniers, on le sait grâce au rapport quotidien de construction, qui ont été renvoyés à l'intérieur du camp, mais ceux-là qui creusent la fosse parce qu'ils sont physiquement séparés du restant des environs, continuent à travailler alors que tous leurs camarades qui étaient
de plein pied ont été renvoyés à l'intérieur du camp. Donc ça permet d'illustrer énormément de choses. Donc là, on n'est pas à l'intérieur du camp, mais dans cette zone d'arrivée et de descente des Juifs des trains qui vont ensuite être sélectionnés ou pas, envoyés au travail, envoyés à l'assassinat. On distingue des bâtiments au fond, on distingue aussi une structure avec une clôture. Alors, la clôture qu'on voit, qui est à gauche de la photographie, correspond à la clôture qui enserre le secteur dit B1 ou camp des femmes, qui est rentré dans l'histoire sous le nom de camp des femmes, même s'il se trouve aussi des hommes détenus dans une partie de ce secteur-là. Et donc ça, c'est le secteur de détention. Il y a l'autre secteur de détention à côté de la gare qui s'appelle le B2, qui n'apparaît pas sur cette photo, qui apparaît sur d'autres photographies. Et la gare, la rampe est littéralement fichée entre deux secteurs du camp, à l'extérieur du camp. Et d'ailleurs, quand les SS en parlent, y compris après la guerre, pour eux, ils sont à l'extérieur du camp. Et raison pour laquelle aussi, dans l'argot des prisonniers, ceux qui ont été sélectionnés disent « je suis rentré au camp », il faut l'entendre au sens littéral. Et d'ailleurs, sur cette photo, on voit la longue file d'hommes, femmes et enfants qui s'éloignent de la rampe. En fait, ils et elles se dirigent vers les chambres à gaz, dont on peut voir le bâtiment du crématoire 2, qui est l'une des principales chambres à gaz de Birkenau. Ils se dirigent dans cette direction-là, en longeant le camp, sans jamais être entrés à l'intérieur du camp. Donc ça veut dire que là, les chambres à gaz sont au fond de l'image. On peut voir le crématoire 2 au fond de l'image, le crématoire 3 est hors champ à droite de l'image, et on peut voir évidemment le bâtiment où se trouve là la chambre à gaz est souterraine, donc il n'y aurait rien à voir, mais le bâtiment des crématoires, lui, est ce qui constitue cet immeuble-là. Alors c'est intéressant parce qu'intuitivement, quand on regarde la photo, on a l'impression de gens qui se rapprochent de l'objectif du photographe et qui vont donc dans la direction où se trouve l'observateur, mais en fait ils sont photographiés comme ça, mais ils seront ensuite envoyés vers le fond de l'image. Exactement. Et même chose pour ceux qui vont être entre guillemets sélectionnés, c'est-à-dire qui sont désignés pour devenir des prisonniers du camp. Ils sont en mouvement vers le photographe, mais ensuite ils sont éloignés pour être envoyés sur un autre chemin, la Lagerstrasse B, qui permet de les acheminer vers le bâtiment d'enregistrement qui se trouve à l'opposé, à côté d'autres chambres à gaz. Alors là aussi, pour bien comprendre, on a plusieurs groupes humains. On en a un qui est central, qui fait comme un U au centre de la photo, avec au premier plan des nazis, et puis donc des gens qui sont descendus en train, qui font comme un U sur le premier plan. Et puis au fond, on a un deuxième groupe humain, une deuxième file, moins distincte. À quoi ça correspond ces deux groupes? En fait, ce que vous décrivez comme un U, en fait, est constitué de deux groupes humains lui-même, d'un côté les femmes et les enfants, et de l'autre les hommes. Et ça, ce sont les deux files constituées sur injonction des SS à la descente du train. On commence par sélectionner, et là aussi le terme est problématique parce que c'est le terme utilisé par les SS, on décide de qui va vivre ou mourir en une seconde, et qui correspond à des critères ou à des besoins au gré des lubies des SS et des besoins du camp. Donc là, sur cette sélection-là, et là aussi c'est très important parce que quand on compare les photos, on se rend compte que les sélections sont différentes. Sur cette sélection, les femmes et les enfants sont sélectionnés avant les hommes. Sur d'autres photos, on peut voir que les opérations sont menées parallèlement. Et la file qui s'éloigne, le troisième groupe humain, c'est-à-dire celui qui est le plus au fond de la photographie, cette immense file qui est constituée de centaines de personnes, sans doute jusqu'à 2000 personnes, qui s'éloignent en direction des chambres à gaz, et toutes les personnes qui ont été jugées par les SS comme inaptes au travail, terme totalement relatif, parce que évidemment l'immense majorité est totalement apte au travail. Et donc c'est le même convoi ou c'est un convoi précédent? C'est exactement le même convoi. Si vous regardez la première file, c'est-à-dire les femmes et les enfants, elle est quasiment arrivée au bout du traitement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qu'on a sous les yeux, c'est une moitié du convoi. La même opération se passe hors champ, dans le dos du photographe, et on a en général un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes et d'enfants, voire même moins d'hommes, parce que une grande partie des hommes juifs ont été mobilisés dans des bataillons de travailleurs forcés, donc il y a une sous-représentation des hommes. Or là, si on regarde cette photographie, on voit que la file est arrivée quasiment au bout, elle est ridicule, il y a sans doute moins de 300 femmes et enfants qui sont encore présents, et il y en avait sans doute jusqu'à 1500 qui étaient dans cette file-là. Si on regarde les personnages qui sont les plus visibles au premier plan, on voit des tenues d'uniforme, on voit des SS, on en voit un, le tout premier avec une carabine accrochée à l'épaule, et on voit aussi des tenues rayées, des prisonniers. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors d'abord, le groupe de SS, et là à nouveau moi qui connaissait rien au SS en termes d'uniforme, pour moi je vois un groupe, enfin comme pour vous je suppose, un groupe de SS sans comprendre à quoi on a affaire. Et là, c'est l'apport de Stefan Hörtler. Le SS qui est au premier plan et qui lève le bras avec sa carabine, c'est juste
un agent chargé d'assurer le trafic de véhicules sur la rampe, et ça c'est une dimension très importante qu'on ne peut pas voir sur une photo isolément, mais qu'on peut voir quand on raccroche les photographies. Il y a un balai permanent de camions, de voitures, de vélos et même de motocyclettes qui passent sur la rampe pour amener des soldats, embarquer les vieux, et puis surtout embarquer tous les objets. Et là on voit en permanence une myriade de camions, et ça c'est juste un SS qui est chargé de la circulation, qui lève le bras en fait pour faire signe à un camion qui est hors champ mais qu'on voit sur une autre photographie, la 33, de passer sur la rampe au croisement, puisqu'on se trouve au croisement. Ensuite vous avez 4 autres SS qui sont visibles, dont 3 sont en train de procéder à la sélection au premier plan, ouais, quasiment au premier plan, puisqu'il y a un autre SS qui se trouve à côté des hommes et qui surveille les hommes, mais un médecin SS, en fait, un dentiste qui s'appelle Willy Schatz, on a pu l'identifier, puisque la sélection est toujours réalisée par un médecin ou dentiste, et les dentistes, au moment du procès de Francfort, ont dit pas du tout, il n'y a que les médecins qui sélectionnaient. Là, on a la preuve visuelle que non, les dentistes participaient aussi à la sélection. Il est épaulé par 2 adjoints qui sont parfois des SS du camp, parfois des SS sanitaires du camp. Eux réalisent les opérations. Il y a un autre SS qui est là, qui est sur la photographie, qui est un SS qui travaille dans les bureaux d'Auschwitz et qui est juste venu regarder ce qui se passe. Et là aussi, c'est par le travail d'identification de l'uniforme, des armes, qu'on peut l'établir. Et puis un autre SS qui se trouve à côté, à gauche, à côté des hommes, et qui surveille. Et puis, dans le même temps, vous avez des dizaines de prisonniers qui portent la tenue rayée du prisonnier, ce que les déportés ont appelé le pyjama. Et là, vous pouvez voir qu'il y a 2 groupes vraiment distincts. Il y a ceux qui sont chargés par les SS d'organiser les files de la sélection. On peut les voir travailler. On peut voir que certains interagissent avec les prisonniers qui viennent d'être débarqués. Et cette interaction, elle soulève pas mal d'interrogations, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler avec eux, théoriquement, sous peine de mort. Mais on sait par des témoignages que c'était assez régulier. On sait par énormément de témoignages que des gens se sont vus intimer l'ordre de dire qu'ils avaient 15 ans, puisqu'en dessous de 15 ans, on allait directement à la chambre à gaz. Et Elie Wiesel le raconte, par exemple, ou d'autres rescapés le racontent. Et on peut voir que ces prisonniers-là en uniforme parlent à d'autres prisonniers que sont les déportés, en leur donnant des instructions dont on ignore évidemment tout, mais par les mouvements, on sait que sur cette photo-là, il y a un jeune garçon, et ils sont le prisonnier qu'on va parler est en train d'essayer de persuader un jeune garçon de changer de file. Parce que s'il reste dans cette file-là, il ira directement à la chambre à gaz, alors que s'il est dans la file des hommes, il a une chance de franchir la sélection. Et puis, à l'arrière-plan, on peut voir des dizaines de prisonniers du commando, dit Commando Canada, qui sont en train de rassembler les biens qui ont été abandonnés. Oui, on voit une sorte de pile à l'arrière-plan. Ouais, on voit en fait plein de piles. Il y en a une qui est au milieu de la photographie, et puis derrière, il y a des montagnes littéralement d'objets. Si on fait attention, on se rend compte qu'il y a une montagne d'objets qui est quasiment aussi haute que le camion à l'arrière-plan. Et tout ça est en train d'être embarqué dans ce camion, puis un autre camion qui va venir les embarquer. Et ça, c'est le balai permanent dont je parlais tout à l'heure. Et vous pouvez voir le nombre d'objets qui s'élève sans doute jusqu'à 3 mètres de haut. Quand on le rapporte à la taille des prisonniers qui sont à côté, on se rend compte que c'est colossal. Tout simplement parce que 3500 personnes qui sont autorisées en général à emporter 20 ou 30 kilos de bagages, je vous laisse faire le calcul, mais ça représente des tonnes et des tonnes d'objets. Et on peut en voir une partie d'ailleurs à gauche, au premier plan de la photographie, où certains ont été empilés au bord de la rampe. On voit que les Juifs qui sont descendus du train ont l'étoile jaune, systématiquement sur les vêtements. Alors oui, et c'est pas n'importe quelle étoile jaune, et ça c'est un marqueur d'un point de vue documentaire très important, ça permet de savoir d'où viennent ces gens. Et vous l'avez dit en introduction, mais la légende de l'album, qui est apposée sur la première page de l'album, dit réimplantation des Juifs de Hongrie. Or, une des questions qu'on s'est posées, c'était de savoir est-ce qu'on ne voit que des Juifs de Hongrie. Et le moyen de pouvoir identifier les gens qu'on voit, c'était de s'intéresser aux étoiles qu'ils portent. Et en fait, tous sont systématiquement des étoiles dites hongroises qui ont été improvisées en quelques jours. En France, par exemple, ces étoiles ont été imprimées par des usines textiles et ensuite distribuées. Là, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont dû confectionner des étoiles de briquet de broc, et on voit sur chacune des photos que ce sont des étoiles improvisées, faites de briquet de broc, portées avec des épingles, etc., etc. Donc on sait qu'on a affaire à des Juifs déportés de Hongrie.
C'est un landau qu'on voit tout à gauche? On voit un landau tout à gauche, on voit aussi tout un ensemble de récipients qui étaient sans doute dans les wagons, qui ont été descendus par les victimes elles-mêmes, puisqu'on voit que les membres du Commando Canada n'ont pas encore commencé à vider à proprement parler les wagons, mais sur ce même convoi, on a les photos après quand ils les vident. Donc ça, c'est vraiment les objets qui ont été amenés par les gens dans les files et qui ont été déposés de côté sur un jonction des SS. Et puis il faut mentionner le groupe qui se tient au premier plan à droite contre les wagons. C'est un groupe de personnes âgées, on le connaît par d'autres photos, et qui est très spécifique. Alors c'est un groupe de personnes âgées ou trop malades pour se tenir debout et se déplacer, et voire même il y a un handicapé en fauteuil roulant qui est visible aussi quand on agrandit la photo. Et ça, c'est la procédure classique à Auschwitz et dans les autres centres de mise à mort. C'est que ceux qui sont trop faibles, on les met de côté et un camion va venir les embarquer pour les amener vers les chambres à gaz, voire même pour les emmener dans un lieu d'exécution qui n'est même pas la chambre à gaz. Parfois, ceux-là sont exécutés d'une balle dans la tête. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont considérés comme ce qu'on appellerait, nous, intransportables, qui vont être transportés par des camions pendant que la sélection, elle, envoie les gens à pied vers le lieu d'assassinat. Avec parmi ces gens, un dont on n'a pas parlé, mais qui est un autre signe de cette violence structurelle, c'est quelqu'un dont la barbe a été coupée, qui du coup porte la tête enrubannée en quelque sorte, pour dissimuler ça, et c'est visible sur une autre photographie du même groupe. Exactement, et cette photo aussi, ça montre, enfin moi ça m'a permis de réfléchir au rapport qu'on a aux images, parce que quand on voit ces hommes enturbannés avec ce morceau de tissu autour des mâchoires, enfin qui fait tout le tour de la tête, moi ça me renvoie à mes lectures en termes de bande dessinée et d'images, et ça renvoie à la manière dont, par exemple dans Lucky Luke, Goscinny et Uderzo figurent une rage de dents en mettant cet œuf de Pâques autour de la tête des gens. Et c'est l'image qui me vient en tête quand je les vois. Or, il nous a fallu du temps pour comprendre à quoi on avait affaire. On a affaire à des hommes qui ont été rasés de force, scène classique qui a été ultra photographiée par les Allemands dès septembre 1939 en Pologne, mais là, en l'occurrence, par les Hongrois. Et donc ces hommes, soit qu'ils ont été blessés par ce rasage de force, soit que leur religion, puisque ce sont des juifs religieux, leur religion est humiliée. Donc soit ils se recouvrent de pansements, soit ils recouvrent la nudité qui leur a été infligée sur le visage en recourant à ces bandages. Or, on ne voit que des hommes avec ce bandage sans comprendre à quoi on a affaire, comme je viens de me mettre en abîme moi-même. Et chaque fois qu'on voit, et on en voit plusieurs, ces visages-là, on a affaire à des gens qui ont subi des violences physiques. On ne voit pas la violence, on ne voit même pas les traces de violence puisqu'ils ne saignent pas, on voit juste un bout de tissu autour de la tête, et à chaque fois qu'on voit ça, en fait, on a affaire à des gens qui ont été humiliés. Il y a d'autres photos d'humiliation d'hommes, notamment des religieux à qui on a forcé d'enlever leur chapeau, qui sont des photos d'humiliation très fortes pour ces juifs religieux-là. Et nous, ça nous est totalement étranger, puisqu'il faut connaître la religion juive, et il faut comprendre qu'on a affaire à des photos d'humiliation, ce que ces photos ne disent pas, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, ces photos sont extrêmement calmes, donc elles sont d'autant plus piégeuses et piégées. Oui, il n'y a pas de chien sur la photo, il n'y a pas de fusil braqué, alors est-ce qu'il n'y en a pas besoin? Est-ce que c'est les besoins de la photo aussi qui ont conduit à mettre ça en scène? On sait que, on l'a dit aussi, c'est pas une photo typique, parce que ça a pu se passer différemment à d'autres moments, mais là, clairement, on a choisi de mettre en scène quelque chose qui ne relève pas de la contrainte immédiate, parce que aussi ces gens, à ce moment-là de l'histoire, n'ont nulle part où aller. À la différence de ce qui se passait en 1942-43, dans un espace plus ouvert, là, il n'y a nulle part où aller, donc finalement, la coercition n'a pas besoin d'être exactement la même. Exactement, et ça renvoie aussi à un aspect qu'on aborde, qui peut paraître plus technique, mais c'est le changement des procédures sur cette nouvelle rampe. Si on regarde les 3 dessins que j'évoquais tout à l'heure de la sélection sur la Judenramp, qui ont été faits par un prisonnier anonyme, on voit les fusils braqués, on voit les chiens. Là, il n'y a plus besoin de chiens, puisque cette rampe est dans un espace contraint entre 2 espaces du camp, avec le mirador central d'un côté, les 2 chambres à gaz de l'autre. Donc les gens n'ont nulle part où aller, contrairement à la précédente rampe qui était à l'air libre, sans aucun périmètre clos. Par contre, donc l'absence des chiens, elle peut s'expliquer comme cela. Il n'y a plus besoin de chiens qu'on lancerait après des fuyards. Par contre, qu'on ne voit pas d'armes braquées, là, ça procède sans doute plus d'une volonté de gommer les traces de violence des photographies, puisqu'on sait par divers témoignages qu'il arrive régulièrement que des coups de feu soient tirés sur la rampe, autrement dit que les armes soient utilisées. On renvoie évidemment pour tous les compléments et des commentaires détaillés sur toutes ces photos au livre que vous avez copublié donc avec Stefan Hordler, Christoph Kreutzmüller, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes. Merci Tal Brugman. Merci beaucoup André Loez, et au plaisir de rééchanger.